Voilà, donc ici, je vous présente un petit énoncé où là j'ai une spire conductrice, généralement en cuivre, hein, cette spire est en cuivre, voilà, dans laquelle je vais introduire à une certaine vitesse delta t 0,1 seconde, c'est-à-dire en un dixième de seconde, donc ça doit rentrer très vite, hein, ça doit rentrer très vite. Ça ne fait que rentrer, voilà. Et alors bon, l'induction, comme c'est un barreau aimanté, c'est un aimant en fait qu'on va introduire à une certaine vitesse, eh bien que l'aimantation va passer de 0, puisqu'il est en dehors, à 2 Tesla quand il est complètement, je veux dire, rentré. Donc pour ça, il faut que j'ai un aimant de 2 Tesla. Bon, ceci étant dit, je vais calculer la force électromotrice que vous pouvez mesurer à l'aide d'un voltmètre en sortie bien sûr de la spire. À la sortie du circuit électrique, le circuit électrique étant ici, on va introduire un aimant, donc on aura un circuit électromagnétique ici. Électrique parce qu'il y aura un courant ici, et magnétique parce qu'on a un champ d'induction B qui est ici entrant. Alors ceci signifie que le champ magnétique est entrant. Pourquoi? Parce que c'est comme si on avait une flèche, comme ceci, voilà, et on voit le bout de la flèche. L'observateur voit le bout de la flèche quand il rentre dans le plan. Mais si par exemple, voilà ma spire, le champ magnétique rentre comme ceci. Donc il rentre comme ceci si vous voulez. Vu, ça dépend comment on voit la chose. Ici, comme je le dessine sur un tableau, on voit la croix qui est ici, voilà, de la flèche. Si ça c'est une flèche, on voit la croix. Maintenant, s'il devait se ressortir, on verrait la pointe. On verrait la pointe. Et quand l'observateur voit la pointe, en électromagnétisme, c'est ceci. Ça, c'est quand ça sort du plan. Ça, c'est quand ça rentre du plan. Ça peut aussi bien être valable pour l'induction ou un courant. Mais ici, je parle de l'induction. Voilà, je parle de l'induction ici. C'est la caractéristique d'induction, d'intensité d'induction, qui se mesure bien sûr en Tesla. T pour Tesla. Donc ici, l'induction est entrante, on a un aimant entrant à une certaine vitesse et qui va procurer au départ 0 parce qu'il est en dehors et puis 2 Tesla quand il est introduit. Et donc on demande de, non pas de mesurer, parce que vous pouvez mesurer, avec un l'aide d'un voltmètre, vous allez mesurer des petites tensions, une petite force électromotrice, je m'excuse, qu'on appelle une force électromotrice induite, voilà, elle est induite, hein, et qui est égale enfin, tout d'abord, on sait bien que ce phénomène de force électromotrice, la force électromotrice sera d'autant plus grande que la variation delta T est petite. Plus on a une petite variation, plus la variation est courte, et plus la force électromotrice sera grande. Et plus la variation d'induction est grande, plus la force électromotrice est grande. Donc si vous voulez une grande force électromotrice, il faut rentrer très vite avec une induction très grande. Voilà, et là vous allez avoir une bonne force électromotrice. Bon, mais le problème c'est qu'on ne parle pas de variation d'induction. On parle de variation de flux. Voilà. Variation de flux. Je rappelle que, comment dire, le flux se mesure, l'induction se mesure en Tesla, et le flux d'induction magnétique, ça c'est l'induction magnétique, hein, B, c'est l'induction magnétique qui se mesure en Tesla, et le flux d'induction magnétique qui se mesure en Weber, ou si vous voulez en volts fois des secondes. Les volts fois des secondes donnent des Weber. Alors, qu'est-ce que c'est que ce flux? Ben, c'est l'intensité de la répartition spatiale du champ magnétique. Donc, qui dit spatial dit répartition spatiale du champ magnétique, fait référence à une surface S, et une induction B. Voilà, une induction B qui n'est pas forcément perpendiculaire à la surface. Voilà, B. En notant ceci, ben, en fait, le flux étant se mesure en Weber ou volts seconde, le flux étant un produit scalaire. Donc c'est B, c'est l'induction B qui est un vecteur, mais le S n'est pas un vecteur. Pour le rendre vectoriel, mais je prends, si vous voulez, un vecteur unitaire que je vais appeler la normale au plan de la surface. La normale au plan de la surface.
Voilà, et si je fais le produit scalaire, pour avoir un scalaire de deux vecteurs, ben, c'est un produit scalaire. Donc c'est S fois N, voilà, où S fois N représente la quantité de surface que l'induction va brasser. La quantité de surface que l'induction va brasser. Alors, de cette manière-là, on sait bien que la surface, c'est un scalaire. Pour le rendre vectoriel, je vais chercher un vecteur normal. Je vais appeler N. Donc, ça fait S fois N. Voilà, et donc, ce qui veut dire que, comme c'est un produit scalaire, ben, j'aurai la norme de B fois la norme de S fois N qui vaut S, hein, parce que la norme de N vaut 1, S fois N, bon, la norme vaut S, c'est juste un artifice pour avoir un vecteur S fois N. Voilà, S fois N, qui va représenter la quantité de surface au travers d'un vecteur S fois N. Donc, S fois N va mesurer S, et bien sûr, fois le cosinus de l'angle entre le vecteur normal N, ou Sn, et l'induction B. Il existe un angle que je vais appeler phi. Et donc, la variation delta phi sera égale à la surface, ici elle est constante, la surface c'est la surface ici. Oui, ici je vais dire que le rayon ici vaut, le rayon de la spire vaut 6 cm par exemple. Je vais mettre 6 cm. Donc la surface elle est constante, par contre l'induction elle varie ici. Elle varie parce qu'on passe de 0 à 2 Tesla, donc on aura delta B fois le cosinus de l'angle entre B et S. Bon, ben on va calculer ça. Tout d'abord, la surface de la spire ici, brassée par la surface brassée par l'induction, ben, elle est à l'intérieur de la spire et on a un rayon de 6. Donc on s'est trouvé, comme c'était un cercle, hein, on peut dire que c'est un cercle, elle va brasser une surface de pi carré. Donc ce qui fait pi fois 6 cm, c'est 0,06 m au carré. Voilà que vaut la surface. Et maintenant, je n'ai plus qu'à... Oui, dans cette formule, il y a un caractère d'opposition provenant de la loi de Lenz. Donc je dois mettre un moins pour caractériser le caractère d'opposition de cette loi. Donc je dois mettre un moins, c'est juste ça. Bon, ça, je ne suis pas en train de voir la loi de Lenz, mais je vous explique qu'il faut juste mettre un moins, c'est tout. Dans la formule, il y a un moins. Moins delta phi sur delta t. Donc, si j'écris E est égal à moins delta phi sur delta t, comme je passe d'une induction de delta B de 0 au départ et à la fin, si au départ, initialement, l'induction B est égale à 0, et finalement, l'induction est égale à 2 Tesla. Donc ça veut dire que j'aurai un delta phi final, donc moins delta phi, un phi final moins un phi initial, le tout sur un delta t. Ce qui veut dire que ce phi final, ben, c'est oui. Donc, ce qui va donner... moi, je vais l'étudier en valeur absolue. Hein. Moi, je vais mettre comme ça, je ne me tracasse pas du signe moins ou du signe... Voilà. Donc, le delta phi, ça vaut B fois S cosinus B final fois S qui ne change pas, puisque la surface de la spire n'a pas changé, fois le cosinus phi, moins B initial fois S fois le cosinus phi, le tout divisé par delta t, et ça se produit en 0,1 seconde. 0,1 seconde. Alors, l'induction initiale
l'induction initiale est de 0. Donc ce qui veut dire qu'ici, l'induction initiale, B vaut 0. C'est-à-dire que BI vaut 0, donc quelque chose fois 0, le 0 est absorbant, tout ceci va tomber. Voilà, et il va rester ceci. Donc il va rester moins, comme je l'ai étudié en valeur absolue, j'enlève le signe, hein. Je vais enlever le signe moins ici, j'ai pas besoin du signe moins, puisque je l'ai étudié en valeur absolue. Voilà. Alors, le B final, il vaut 2 Tesla. La surface, elle est là, c'est la surface brassée au travers de la spire, c'est-à-dire elle forme un cercle, 0,06 au carré, fois le cosinus de l'angle. Comme on a la surface ici, et la normale à la surface, elle est perpendiculaire à mon plan ici. Voilà, si je devais regarder, voilà, et l'induction est aussi perpendiculaire à la surface. Aussi bien la normale est perpendiculaire à la surface de mon plan ici, de mon tableau. La normale à la surface elle est perpendiculaire et l'induction est aussi perpendiculaire puisque je rentre perpendiculairement par rapport à la spire. Donc ça veut dire que les deux vecteurs sont parallèles. Et si les deux vecteurs sont parallèles, eh bien c'est que le phi vaut 0. Donc si cosinus phi, si phi vaut 0, cosinus phi vaut 1. Alors, donc il suffit juste de calculer ceci. Il n'y a pas de cosinus phi. Et divisé par 0,1. Voilà. Et en calculant ça, j'aurai la force électromotrice induite, bien sûr, en valeur absolue, en volts. Chose que je vais faire tout de suite. Donc on fait 2 fois pi fois 0,06 au carré, le tout divisé par 0,1. Voilà, j'ai 2,26 fois 10 exposant moins 1. Fois 10 exposant moins 1, je vais l'écrire. 2,26 fois 10 exposant moins 1 volts, ce qui veut dire que j'ai 0,226 volts, ou si vous voulez encore 226 millivolts. Voilà. Donc le voltmètre va lire 226 millivolts. 226 millivolts. Le voltmètre ici va lire 226 millivolts. C'est très petit comme force électromotrice induite. Mais pour augmenter cette force électromotrice induite, il faudrait raccourcir le temps encore. Hein. Prendre un temps par exemple de 1 centième de seconde, mais pour voilà, prendre une variation de temps d'un centième. Et si je prends 1 centième, je n'aurais là, je devrais diviser par non pas 0,1. Hein, si delta t, si delta t il vaut 0,1, je rappelle que 0,1 c'est 1 dixième, c'est-à-dire qu'il suffit juste de faire ceci fois 10. Voilà. Voilà. Ça c'est pour 1 dixième. Mais maintenant, si j'ai 1 centième ici, ça revient à faire fois 100 ici. Voilà. Et vous comprendrez que si plus je raccourcis le temps, 1 millième, je fais fois 1000. Vous comprendrez que en raccourcissant le temps, ben, la force électromotrice va augmenter. Si je monte d'un facteur 10, mais j'aurai 0, à la place d'avoir 0,226 volts, fois 10, ça fera 2 volts. 2 volts, 26. Je n'ai que 2 volts, c'est rien du tout. 2 volts pour 1 centième, une variation de seconde, une variation de temps de 1 centième. Et pour avoir 22,6 volts, il faut une variation de temps de 1 millième. Pour autant que ce soit possible de faire une variation en 1 millième de seconde. Donc, la force électromotrice va dépendre de la variation de temps, si vous voulez. Mais aussi de l'induction B. Hein, parce que pour avoir un temps comme ça, très court, il faut le faire aussi. Technologiquement, il faut savoir le faire. Maintenant, ce qui va surtout jouer, c'est le B, l'induction du B.
on va mettre un gros aimant plutôt qu'un petit aimant. Voilà. Si la surface est de 6 cm, elle provient d'une spire enroulée autour d'un rayon de 6 cm, mais ça on ne sait pas changer parce que c'est fixé à 6 cm. Maintenant, si j'augmente la surface de la spire, vous comprendrez que la force électromotrice sera plus grande. Donc en augmentant la taille de la spire, hein, voilà, pour une variation de temps donné, soit j'augmente l'induction, je peux augmenter la taille de la surface de la spire. La surface de la spire. Bon. Et vous comprendrez que les alternateurs dans les usines, voilà, ici j'ai pris 6 cm. Si vous prenez un cadre plus grand, vous allez avoir une force électromotrice plus grande. Voilà, mais maintenant, si vous prenez un cadre, bien sûr, généralement ici un collecteur, hein. Les collecteurs, voilà. Voilà, ici on récolte une force électromotrice E, à l'aide d'un voltmètre. Maintenant, si les spires sont de l'ordre d'une pièce, de pièces de maison, ou de deux pièces de maison, d'une dizaine de mètres, hein, voilà, c'est-à-dire que les spires sont d'une dizaine de mètres, comme ça, et là, 3 mètres sur 5, ou 3 mètres sur 6, ou 3 mètres sur 7, vous voyez que la surface est d'autant plus grande, hein. Là, on va avoir une force électromotrice d'autant plus grande. Mais c'est le cas des alternateurs dans les centrales électriques. Et les gros alternateurs, c'est des gros alternateurs avec des grosses spires. Donc, fatalement, s'il y a des grosses spires, je veux dire, ça brasse, je veux dire, une surface plus grande. Donc la force électromotrice déjà peut être surélevée comme ceci. Maintenant, les champs d'induction vont jouer aussi. Si je joue avec des grosses bobines, mais encore une fois, je sais augmenter la force électromotrice induite. Voilà, et on va surtout jouer sur la taille de la spire, et pour autant que ce soit possible, parce que les alternateurs dans les usines, il y a de la place pour les mettre. Mais bon, si vous voulez chez vous avoir une force électromotrice comme ça, bon, il faut de la place pour mettre un alternateur, et encore il faut, je veux dire, surtout une turbine pour pouvoir tout faire tourner l'alternateur, et donc vous allez retomber sur un système d'usine. Une usine, voilà, une usine où il faut de l'emplacement pour avoir de la force électromotrice. Maintenant, avec une grosse éolienne, aussi vous savez avoir de la force électromotrice avec une grosse éolienne. Pourtant que, je veux dire, les spires, plus les fils sont grandes, et plus on a un champ d'induction autour, avec des gros aimants, avec des Tesla élevés, eh bien, vous allez avoir des Weber. Si vous avez des Tesla élevés, vous allez avoir des Weber élevés. Si vous avez des Weber élevés, ben, vous allez avoir une force électromotrice induite élevée. Je rappelle que la force électromotrice est due à une variation de flux par rapport au temps. Il faut absolument une variation de flux, parce que s'il n'y a pas de variation de flux, vous n'aurez pas de force électromotrice. Voilà. Donc, il faut absolument avoir E est égal à moins delta phi sur delta t. Variation de flux en fonction du temps. Voilà. Donc ici, pour vous dire qu'on ne récolte que une petite tension. Et ça, vous pouvez mesurer. Hein. Vous faites bouger une bobine dans un circuit fermé qui est un conducteur. Vous allez récolter une tension, une force électromotrice induite. Voilà, je vous remercie.